Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact et c'est la fin de notre semaine spéciale Pro Durable. Vous le savez, pour la seconde année consécutive, Bismart, partenaire de ce rendez-vous majeur des acteurs et des solutions pour une économie durable. On reçoit celles et ceux qui seront au salon les 13 et 14 septembre, un avant-goût de cette édition 2022 qui a pour thème l'heure des choix, avec un grand entretien aujourd'hui, plus de 20 minutes consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris avec Georgina Grenon, la directrice de l'excellence environnementale des Jeux. L'ambition de Paris 2024 est grande, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédents JO. On verra comment les organisateurs, comment leurs partenaires comptent y parvenir. Et puis on n'oublie pas Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables. On va découvrir ensemble Cocolodge qui accompagne les agriculteurs dans leur diversification touristique. Mais d'abord, le grand entretien de ce Smart Impact spécial Pro Durable. Bonjour Georgina Grenon, bienvenue. Vous êtes donc la directrice de l'excellence environnementale de Paris 2024 et vous participerez à une table ronde du Salon Pro Durable sur l'ambition écologique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Ouvrons grand les Jeux, ouvrons grand les Jeux, c'est le slogan de cet événement. Moi j'y vois une logique d'inclusion. Puis peut-être aussi une logique de lucidité, ouvrons grand les yeux, vous voyez ce que je veux dire, sur l'impact environnemental d'un événement sportif aussi majeur. Mais complètement, ce sont des jeux ouverts à tous, des jeux plus inclusifs, des jeux qui invitent justement au plus grand nombre à faire partie, mais ce sont des jeux aussi qui ouvrent les yeux à une réalité, la réalité d'aujourd'hui, les challenges d'aujourd'hui, les challenges de demain. Vous savez, on ne pouvait pas organiser ces jeux comme on l'aurait fait il y a 20 ans. Donc il fallait imaginer, concevoir des jeux qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi aux enjeux de demain. Ouvrons grand les yeux sur la pollution engendrée par les grands événements sportifs. Vous n'êtes pas responsable de la Coupe du Monde au Qatar, mais on se dit tous, c'est tout ce qu'il ne faut plus faire. Est-ce que les Jeux de Paris 2024, c'est un peu l'anti-Coupe du Monde au Qatar ? Écoutez, chez Paris 2024, on a pris une décision très tôt, au moment de la candidature, de faire des jeux alignés avec l'accord de Paris, c'est-à-dire des jeux qui vont diviser par deux les émissions par rapport à des jeux précédents, et puis qui vont chercher à éviter, à réduire autant que possible, et puis à compenser, on va dire, ou faire des contributions pour le climat à hauteur de tout ce qui n'aura pas pu être évité ou réduit. Donc c'est une décision qui était très structurante depuis le début. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez à éviter, à réduire, une des premières choses que l'on fait dans ces événements, c'est éviter de construire. Donc contrairement à d'autres Jeux olympiques ou paralympiques dans lesquels il y avait de 8 à 10 infrastructures construites, dans notre cas, on part sur 95% d'infrastructures existantes ou temporaires. Donc c'est une décision très structurante à la base. Quand vous dites on cherche à être beaucoup plus bas carbone, il faut changer son modèle, il faut challenger son modèle habituel. Et on va rentrer dans le détail de tout ça. Mais si on se place en quelque sorte sur une frise chronologique des grands événements sportifs, on pourrait dire que la Coupe du Monde au Qatar, c'est le dernier événement de l'ancienne ère et les Jeux Olympiques, on l'espère, le premier d'une nouvelle ère ? En tout cas, on a conçu ces Jeux pour être des Jeux d'une nouvelle ère. Des jeux dans lesquels on a réfléchi en fait à tous les modèles, à commencer par notre organisation, même la façon dont on se structure, mais aussi la façon dont l'énergie qu'on utilise, les transports, par exemple avec une incitation à prendre les transports en commun, un choix aussi des infrastructures pour que chaque personne, chaque spectateur puisse venir en transport en commun. L'énergie 100% renouvelable, la façon dont on va se restaurer. Voilà, on a appliqué en fait des principes différents, on a challengé tous les modèles et ça n'a pas été simple. En fait, ça n'est pas simple. On a encore 2 ans, on a beaucoup de choses à travailler encore, mais il était question pour nous vraiment de challenger tout ça et de laisser un héritage aussi des jeux, peut-être des nouvelles pratiques, de nouvelles façons d'organiser un événement sportif, voire même de nouvelles façons de se comporter aussi lors d'un événement de cette taille. Oui, quand on va y assister notamment. Donc vous l'avez dit, l'objectif c'est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédents Jeux Olympiques. D'ailleurs, ça émet combien ou ça émettait combien des Jeux Olympiques
quand on se donne un objectif de réduction de moitié, c'est quoi la base de départ? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, et c'est la question à se poser, parce que si on veut réduire, il faut d'abord comprendre, il faut maîtriser ces impacts. Et quand on a regardé un peu les impacts moyens, on va dire, entre de Londres, des Rio, qui sont les éditions précédentes dans lesquelles on avait toute l'information au début, ben on était autour de 3,5 millions des tonnes équivalent carbone. Donc c'est une somme importante. C'est là c'est ce qu'on appelle les scope 3. Donc c'est tous les impacts compris, les constructions, mais aussi les spectateurs qui viendront dans les Donc, moyens de ça inclut les déplacements de spectateurs. Complètement. Ça, d'accord. En fait, c'est important de prendre tous les impacts en compte. Parce que si on ne prend que le seul comité d'organisation ou le scope 2 avec l'électricité, etc., c'est limité. Si on veut vraiment être sérieux, il faut prendre tous les impacts en compte. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, édition passée, 3,5 millions. Pour nous, on a estimé qu'avec beaucoup d'efforts, on devait pouvoir être autour de la moitié de ça. Donc, réduire de la moitié l'impact de nos jeux. Mais avec tous ces scopes compris, donc y compris les spectateurs. Ça commence par le calcul, vous l'avez dit. Comment vous évaluez? Vous avez intégré ça à la conception des jeux. Comment vous calculez l'impact environnemental des jeux? Et donc, finalement, de chaque décision, quand on se dit telle compétition va aller à tel endroit, ou alors, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur quel sport dans tel stade, il y a un outil qui vous permet de calculer cet impact? Tout à fait. Ce sont on va dire, les outils traditionnels d'estimation de l'impact carbone. Vous savez, nous, on ne fait pas un bilan, parce qu'un bilan, vous le faites après. Bien sûr. Mais on a fait des estimations sur la base budgétaire, sur l'estimation, en fait, de chaque chose. Et ce qui est important, c'est que tous les ans, on passe en revue ces chiffres. Vous savez, on s'est donné, en fait, un objectif d'émission à ne pas dépasser. C'est un objectif. Et on l'a décliné par direction. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un impact aussi dans la façon dont nous sommes organisés pour qu'on puisse rester dans nos ambitions, dans nos objectifs. Et chaque année, on recalcule pour être sûr de rester dans la bonne direction. Sur certains domaines, on a fait des économies carbone par rapport à ce qu'on avait estimé au début. Sur d'autres, en fait, on en a plus parce que des choses ont évolué ou les modèles ont été challengés. Et on incorpore tout ça, mais on maintient les caps. À 2 ans de jeu, on maintient aujourd'hui les caps. Alors, on va détailler un peu ces différents levées d'action. Vous l'avez évoqué rapidement, vous les avez évoqués rapidement les uns et les autres. Donc, la construction, vous nous avez donné ce chiffre, 95% d'infrastructures existantes. Donc, il y a très... Pardon ? Au temporaire. Oui, alors ça c'est intéressant aussi parce que j'ai trouvé ça des constructions éphémères durables. Ça sonne comme un oxymore, hein, ces deux mots un peu contradictoires. Donc ça veut dire quoi une construction éphémère durable? Une construction éphémère durable, c'est une construction en fait, qui a une utilisation temporaire, mais qui a été conçue, construite et exploitée de la façon la plus durable possible, avec des matériaux le plus durables, en faisant appel à la location autant que possible, en incorporant justement des systèmes, par exemple, pour économiser l'énergie. Tout ça, c'est possible. On voit une photo du Grand Palais éphémère en ce moment, c'est l'exemple, quoi. C'est un exemple, c'est les premières, en fait, qu'on a développées avec la régie du Grand Palais. En fait, Grand Palais avait besoin d'une structure. Nous sommes dit, vous allez ne plus l'utiliser en 2023, nous on a besoin en 2024. Donc déjà, justement, une espèce de concept d'économie circulaire, de réutilisation d'infrastructures temporaires, mais aussi des conceptions même des structures. Si vous regardez, c'est comme un grand capla, et désolé pour l'architecte, les constructeurs, mais c'est comme un grand capla en bois. La structure est en bois, c'était fabriqué en Alsace, elle est très légère et elle peut être démontée et remontée, réinstallée ailleurs par morceaux. Donc, il va trouver une vie ultérieure après toutes ces années à Paris. Donc, pas du tout ou peu de nouveaux stades? Ça, c'est déjà un principe de base? Il y a un stade qu'on construit, c'est les centres aquatiques qui est en face du Stade de France. D'ailleurs, si vous promenez aujourd'hui, vous allez le voir, la construction est assez imposante. Pareil, une structure en bois qui va faire exemple, extrêmement efficient d'un point de vue énergétique et très très bas carbone d'un point de vue de construction, mais aussi très utile et surtout très utile. On parle des piscines, en gros, qui resteront en Seine-Saint-Denis, un département dans lequel un collégien sur 10 ne sait pas nager. Donc,
en partie par manque justement d'infrastructures des nations. Donc du coup, on a cherché à faire, quand c'était utile et nécessaire, on construit dans le dur, c'est le cas du centre aquatique. Et ça restera, c'est ce qu'on appelle l'héritage des Jeux. Tout à fait. Tout à fait, ça fait partie justement de l'héritage des Jeux, de l'héritage matériel des Jeux. On aime bien aussi parler d'autres héritages qui sont plus immatériels, comme ça peut être l'inclusion, comme ça peut être l'égalité. Oui, ou même les comportements, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pendant un mois, le monde aura les yeux tournés vers Paris et vers la France. Donc, si on réussit à donner l'image des premiers Jeux d'une nouvelle ère, on va dire de sobriété, dans l'organisation d'un grand événement sportif, ça va infuser dans les populations mondiales. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on cherche avec ce que nous sommes en train de développer aussi avec tout notre écosystème. C'est pas qu'est Paris 2024. En fait, nous travaillons énormément avec les territoires, avec nos villes hôtes, pour trouver les solutions les plus applicables justement à chaque territoire. Parfois aussi des solutions technologiques. Pour avoir, par exemple, 100% d'électricité renouvelable. C'est une grande première dans l'histoire des Jeux. Donc ça veut dire quasiment pas de groupe électrogène, c'est ça l'idée? Et ça fait partie justement de la solution, mais pour cela, il a fallu travailler avec Enedis pour s'assurer que 100% de nos sites soient raccordés au réseau. Chose qui n'existait pas forcément. Si vous regardez, par exemple, en bas de la Tour Eiffel, un 14 juillet habituel, il y a une armée de groupes électrogènes pour tenir l'événement dont on profite tous. Il n'y a pas assez de réseaux en bas de la Tour Eiffel pour les infrastructures temporaires que nous allons déployer. Oui, donc il y avait un certain nombre de sites qui étaient, entre guillemets, sous-équipés pour un événement de l'ampleur des Jeux Olympiques. Oui, mais aussi sous-équipés pour des choses qui se passent régulièrement sur ces territoires. On pense par exemple aux Invalides. Les Invalides dans lesquels il y a plein d'événements qui s'organisent et dans lesquels il n'y avait pas suffisamment d'électricité. Donc du coup, ces infrastructures qu'on va construire, ils vont nous permettre d'alimenter ces Jeux de façon durable, mais ça va rester aussi un héritage pour toutes les choses à venir. Donc, économie d'énergie, parce que moins de groupes électrogènes qui sont moins efficientes que les réseaux, et puis économie carbone aussi, parce que ça permet justement d'utiliser les réseaux en lieu d'utiliser des groupes électrogènes carbonés. Je voudrais qu'on parle d'alimentation et on peut s'y arrêter assez longuement. Les Jeux Olympiques, c'est 13 millions de repas servis et vous avez l'objectif d'atteindre 80% d'approvisionnement local. On va rentrer dans le détail sur cette logique de circuit court, mais d'abord, le village des athlètes. Moi, j'ai jamais eu la chance de pouvoir rentrer dans un village des athlètes lors des Jeux Olympiques. Ça devient quoi? Le plus grand restaurant du monde? Pas seulement, mais c'est aussi le plus grand restaurant du monde, quoi. C'est les plus grands restaurants du monde. Et même en termes d'opération logistique, pour l'ensemble des opérations des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la plus grande opération au monde en temps de paix. Donc, c'est un challenge qui est d'opérer. Et les villages, on a les parfaits exemples. Il y a autour de 50 000 repas qui seront servis par jour. On parle de restaurants ouverts 24 heures sur 24 pour que chaque athlète puisse trouver sa diète régulière aux horaires qui les convient. Selon son sport, selon sa culture, selon sa religion. Enfin, il y a tous ces facteurs à intégrer, j'imagine. Et c'était les challenges de base. Les challenges de base, c'était de répondre justement à tous ces enjeux culturels, sportifs, nutritionnels, religieux, et aussi de durabilité. Et c'était un travail de pratiquement 2 ans de consulter l'ensemble de la filière française de la restauration. Ça va des agriculteurs jusqu'à la méthanisation. Je veux dire, on a fait vraiment le spectre complet pour comprendre quels étaient les services de restauration les plus durables qu'on serait en mesure de proposer en été en 2024. Alors, donc il y a cet objectif 80% d'approvisionnement local. Comment vous comptez l'atteindre? Il a d'abord fallu identifier, j'imagine, des fournisseurs. Et puis après, quand on dit circuit court, alors c'est quoi la définition? Jusqu'à combien de kilomètres autour des sites vous allez, quoi? En fait, notre engagement porte sur 80% d'approvisionnement en France et 25% d'approvisionnement autour d'un rayon, on va dire, de 250 km autour du site en question. D'accord. Ce qui veut dire qu'on ne mangera pas forcément la même chose à Lille qu'à Marseille.
Et c'est tant mieux. Et c'est bien d'ailleurs. Parce que c'est aussi une opportunité pour que chaque région puisse mettre en valeur ses produits, ses spécialités locales. Et tous les challenges que nous avons, c'est aussi de travailler avec des chefs, travailler avec nos partenaires qui vont livrer pour que justement faire découvrir aux athlètes, mais aussi aux spectateurs, les différentes options de chaque région. Ça veut dire que vous travaillez déjà ou que vous allez travailler avec des chefs français on connaît quelques noms. Il y en a un qui est très connu, c'est le chef Thierry Mars, justement, qui est aussi dans notre comité d'excellence. Enfin, c'est le comité pour la transformation écologique des Jeux. Donc, il est en tant qu'expert en restauration durable. Il nous accompagne beaucoup, il nous a accompagnés dans la création, justement, de toute notre vision pour la restauration des Jeux. Et il y aura d'autres chefs qui vont rentrer en... Ça sera annoncé dans quelques jours, c'est ça, dans quelques semaines. Est-ce que c'est aussi une occasion de faire on parlait de l'héritage des Jeux, de l'héritage immatériel. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire la promotion d'une alimentation plus durable auprès des spectateurs? Parce que c'est vrai, quand on va participer à un grand événement sportif, c'est pas forcément le jour où on se dit je vais manger le plus sain et le plus équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, vous savez, c'est surtout un moment de fête. Ouais. Donc, on veut que ce soit bon. Ça, c'est un bon point de départ déjà. On veut que les gens se régalent en venant au jeu. Mais il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon pour les gens et bon pour la planète. Et c'est un peu ça qui nous motive, d'où la vocation de travailler à des recettes qui vont allier le goût, la gourmandise, mais aussi avec une option, par exemple, enrichie en protéines végétales. Donc, avec des options qui vont faire découvrir, on espère, que on peut manger très très bon pour soi et pour la planète. Pour les couverts, pour la vaisselle, on rentre un peu dans le détail là, hein, vraiment, on ouvre le capot en quelque sorte. Bon, pas de plastique à usage unique, ça on l'imagine, sauf que... on s'engage à 50% de moins de plastique à usage unique. D'accord. Alors, c'est par exemple, ça engage vos partenaires. Si on prend un partenaire qui est peut-être le partenaire historique le plus puissant des Jeux, c'est Coca-Cola. Qu'est-ce que Coca-Cola met en place pour finalement réduire les déchets inhérents à ces produits? On est en train de travailler main dans la main avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit Coca-Cola, Sodexo Live aussi. Sodexo va opérer les villages olympiques et paralympiques. Il y a Carrefour aussi. Je veux dire, on a de nombreux partenaires qui nous aident justement à trouver les solutions pour réduire nos impacts, à la fois sur le plastique, mais aussi sur le reste des ingrédients avec lesquels on va construire les repas. Donc, je reste sur l'exemple de Coca-Cola. Ça veut dire quoi, par exemple? Pourrait y avoir des consignes, il y aura moins de, il y aura des, je sais pas, des bonbonnes où on pourra se servir. Comment ça va fonctionner? Des fontaines, par exemple. Des fontaines, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les fontaines, tout à fait. C'est en effet avec des gobelets consignés. Ça fait partie des solutions que nous sommes en train de mettre en place pour réduire justement la quantité de plastique à usage unique. Après, on a besoin aussi que les opérations soient possibles, que ça soit gérable physiquement. Quand vous allez au stade, voir un match, vous voulez vous restaurer, vous ne voulez pas non plus faire une queue pendant 2 heures. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre la solution opérationnelle viable et une solution beaucoup plus durable. Mais encore une fois, on s'engage sur 50% de plastique à usage unique en moins, ce qui est énorme par rapport aux opérations que vous trouvez aujourd'hui dans un stade. Ouais. On ne le sait pas forcément, mais l'une des sources majeures de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, peut-être la source majeure d'un grand événement sportif, c'est le déplacement des spectateurs. Comment, alors peut-être d'abord, combien de personnes attendues à Paris? C'est quoi l'estimation? Et en France pendant les JO? Et puis ensuite, vous avez un tout petit peu répondu, mais on peut rentrer dans le détail. Comment réduire cet impact? Vous avez tout à fait raison, et c'est souvent négligé l'impact du transport dans le monde du sport. Quand on prend en compte le scope 3, donc l'ensemble des émissions d'un événement comme le nôtre, le transport pèse pour un tiers. Oui. Donc c'est beaucoup. Un tiers. Donc en gros, nous on a 3 tiers, c'est un tiers les transports, un tiers les constructions, parce que même si on construit très peu et on construit bas carbone, ça pèse. Et le 3e tiers, c'est tout le reste. D'accord. Ah oui, donc voilà les déplacements, c'est vraiment beaucoup. Combien de spectateurs attendus? Vous les évaluez à combien? Nous, on estime à plus de 13 millions de billets vendus. D'accord. Donc après, combien de billets chaque spectateur achètera, ça reste à voir, on verra à la billetterie. Mais ça vous donne un ordre de magnitude, en fait, de la quantité de déplacements pour aller voir un match. Donc, après, il reste la venue en France. Oui, si on vient de l'autre bout du monde, de toute façon, on prend l'avion, ça on peut rien dire.
Ça dépend. Bah, ça dépend. Si on vient d'Australie, il faudra prendre l'avion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est absolument d'accord. Peut-être il y aura des Australiens qui viendront à la voile, on ne le sait pas. Mais en tout cas, en effet, les Australiens, on ne va pas les empêcher de venir. Au contraire, on veut que vraiment tout le monde soit à Paris. Mais il y a aussi une possibilité pour les Européens, par exemple, d'optimiser, ou même pour les Français. Il y aura beaucoup de déplacements entre villes françaises, de prendre des options moins carbonées. Ça peut être les trains, ça peut être les covoitages, mais alors, faciliter les trains, bien entendu. Oui, le train, évidemment. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place pour inciter les spectateurs qui vont venir aux Jeux Olympiques à, finalement, utiliser effectivement les transports les moins carbonés? Écoutez, comme vous dites, il s'agit surtout d'une incitation. Oui. Le choix de chacun est libre bien sûr. De venir comme il le souhaite, mais ça fait partie des communications de Paris 2024. En partie, je suis aujourd'hui avec vous, c'est aussi parce qu'on veut donner ces messages qu'on cherche à avoir des jeux le plus responsable possible, mais il faut que chacun joue sa part. On est tous dans ces mêmes jeux et il faut que chacun joue sa part. Je termine avec cette ambition, alors vous l'avez dit, réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est même de réaliser des Jeux Olympiques et Paralympiques à impact positif. Donc ça suppose de compenser plus que ce qui sera émis. Comment vous allez vous y prendre? Écoutez, c'est une expression qui permet au grand public peut-être de comprendre l'idée. L'idée, c'est d'avant tout de réduire et d'éviter. Ça, c'est le plus important. Bien sûr. Mais après, il y a des émissions que malheureusement, on ne peut pas éviter. On en parlait à l'instant sur les transports. Donc, nous accompagnons des projets, nous finançons des projets, des contributions carbone. C'est mieux que compensation, franchement, parce que la compensation en soi, il n'y a pas de compensation si on cherche un peu, si on va dans la finesse du langage. Mais on accompagne des projets, à la fois à l'international, des projets de très haute qualité, certifiés, qui répondent aux normes de l'accord de Paris. Et ensuite, on accompagne aussi des projets sur les territoires français, avec un label qui s'appelle Label Bas Carbone, c'est le label de l'État français, justement pour des projets qui permettent soit d'extraire du CO2, de capturer du CO2 de l'atmosphère, soit d'éviter que du CO2 soit émis dans l'atmosphère. Tout cela, ça coûte de l'argent. Et nos projets financent ces activités donc qui permettront à la fin de faire en sorte que ces émissions dont on aura été responsable, en quelque sorte, ils seront d'une façon ou d'une autre compensées. Merci beaucoup, Georgina Grenon, d'être venue nous présenter les objectifs environnementaux de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a hâte d'y être. Merci beaucoup. On passe à Smart Ideas, une start-up éco-responsable en pleine lumière comme tous les jours. La start-up du jour, c'est Cocolodge. Bonjour Coralie Tricard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Cocolodge. Alors c'est quoi l'idée? Alors Cocolodge, ça a une mission. La mission, c'est de faire découvrir les territoires de manière plus responsable grâce aux agriculteurs, grâce à un service d'agritourisme facile à mettre en place pour eux. Elle est venue comment cette idée? C'est quoi le déclic? Comment vous avez pris conscience que c'était une demande ou un besoin des agriculteurs? Alors il y a vraiment deux grands enjeux auxquels on a eu envie de répondre. Le premier, ça concerne le monde agricole aujourd'hui qu'on a envie de transformer, qui a besoin de se transformer. Les agriculteurs aujourd'hui manquent de revenus. Il y a 18% des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et il y a un manque de lien social aujourd'hui de plus en plus fort. Et le deuxième grand enjeu, c'est le secteur du tourisme, l'impact du tourisme. Alors un impact environnemental, mais aussi un impact économique et social. Aujourd'hui, on peut aller sur un territoire sans échanger avec les gens, sans même faire vivre les activités économiques. Et donc là, il y a ce double objectif. Donc c'est quoi? C'est une diversification touristique un peu clé en main que vous proposez? Comment ça marche? Exactement. C'est de permettre aux agriculteurs de se diversifier de manière très simple. Donc c'est un service clé en main. Et ça comprend la mise à disposition d'un logement insolite, un peu type tiny house, et tout le service de conciergerie associé, donc la gestion du ménage, la gestion de la blanchisserie, et enfin la gestion des réservations et de la communication, puisque c'est les choses que les agriculteurs ont moins envie de faire. Quand on dit tiny house, donc ça va être une petite maison, ou alors peut-être une cabane, ou alors c'est... il faut trouver le bon endroit. Toutes les exploitations s'y prêtent pas forcément. Tout à fait.
L'idée, c'est aussi de trouver les lieux d'exception, c'est de se dire finalement, quand on va découvrir une région, qui sont les meilleures personnes pour nous parler de cette région, pour nous parler de ce terroir aussi, c'est les agriculteurs. Ils ont des lieux d'exception privilégiés, préservés. Et donc la tiny house, c'est un logement insolite, posé sur un châssis. C'est un petit habitat mobile qui est conçu de manière aussi responsable. Et donc c'est vraiment de pouvoir permettre cette activité-là et ce tourisme durable. Alors vous en êtes où du développement de Coco Lodge? Le premier projet, il est en train de voir le jour, c'est ça? Exactement. Donc les premiers logements insolites, les premières Coco Lodge seront prévus pour mars 2023. Donc dans 2 régions pour l'instant, une dans le Loiret, avec un agriculteur qui est super et qui développe un tiers-lieu qui s'appelle Carrément Local, et un autre lieu, donc là plutôt dans les Hauts-de-France, entre la baie de Somme et la Côte d'Opale, avec aussi une super exploitation. Mais alors, ça suppose, si je vous entends bien, quand même de la part de l'agriculteur, un investissement, un échange avec les... c'est pas leur métier de faire de l'accueil touristique, donc comment ils vont se positionner par rapport à ça? Non. Alors moi, en discutant avec les agriculteurs, je me suis rendu compte aussi que pourquoi est-ce qu'ils ne diversifiaient pas cette activité-là? Ils avaient un manque de temps. Donc moi, l'objectif, c'est de ne pas leur prendre plus de temps demandé. Donc, je vais leur proposer de réaliser une activité de découverte sur un temps donné par séjour passé avec les personnes. Donc ça fera partie du package des clients, quoi, c'est ça? Exactement. Okay. C'est une possibilité. Après, bien sûr, il faut donner cette flexibilité à l'agriculteur selon où il en est dans l'année et selon ce qui se passe aussi sur la production, bien sûr. C'est quoi votre modèle économique et aussi, c'est peut-être le plus important, qu'est-ce que ça rapporte aux agriculteurs? Alors, l'agriculteur, donc ça lui rapporte déjà un lien aussi avec ses consommateurs finaux et une rémunération sur les nuitées, avec une commission, une rémunération aussi sur de la vente additionnelle qu'il pourra faire, et sur l'activité de découverte. Donc il y a vraiment ces 3 leviers de rémunération. Et nous, on est propriétaires des tiny house, et donc on les met à disposition. Pourquoi? Même chose, parce que l'agriculteur, pourquoi est-ce qu'il ne se diversifie pas aujourd'hui? Parce que c'est un manque de fonds au démarrage pour aller investir dans des gros projets, et on souhaite répondre à cette problématique. Et donc ça va rapporter sur une nuitée, ils vont récupérer quoi? Je ne sais pas, 30, 40, 50% du prix de la nuitée, les agriculteurs? Alors, globalement, en fait, ça va être sur la marge brute posée. D'accord. Et comme ça, on déduit l'ensemble des coûts. Et ensuite, sur la marge brute, on lui donnera un pourcentage. Donc, c'est un vrai complément de revenus. Merci beaucoup, Coralie Tricard. Bon vent à Coco Lodge. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, fin de cette semaine, en partenariat avec le salon ProDurable, les 13 et 14 septembre prochains, à moins que ce soit 14 et 15. Je ne sais plus. En tout cas, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, avec Louise Perrin à ses côtés, Loïse Merlin au son, Ulysse Touré à la réalisation. Salut.